Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au Brésil, Sao Paulo, la capitale économique de ce pays, un des 5 plus grands au monde. Sao Paulo avec l'Avenida Paulista qui est l'avenue la plus connue de Sao Paulo, avec notamment le musée de l'art, le MASP, très réputé ici à Sao Paulo. Sao Paulo, c'est 22 millions d'habitants avec les alentours, c'est 10 millions de voitures. Rendez-vous compte, on va prendre la direction du circuit Interlagos qui se trouve à 25 km du centre-ville, mais on fait d'abord une petite halte au cimetière de Morumbi. Le cimetière de Morumbi, pas bien loin du tracé d'Interlagos, où repose Ayrton Senna, triple champion du monde brésilien, décédé il y a 22 ans déjà, mais qui reste incroyablement vénéré ici. Alors ça tombe, d'une simplicité déconcertante, un arbre, et au pied de l'arbre, une sorte de plaque commémorative, autour de laquelle, les pilotes viennent souvent se recueillir en toute discrétion à la mémoire d'Ayrton Senna da Silva. Et en redescendant du cimetière de Morumbi, autre hommage évidemment à la légende locale, cette fois sur les murs de Sao Paulo. De notre côté, on se retrouve dans les rues, aux abords du circuit d'Interlagos, au pied de cette énorme fresque qui rend évidemment à nouveau hommage à Ayrton Senna, mais aussi à d'autres gloires locales comme Nelson Piquet. Il y a d'autres pilotes aussi, Nigel Mansell, Alain Prost, Rubens Barrichello ou encore Michael Schumacher. Et puis on n'oublie pas non plus bien sûr les pilotes actuels, il y a Alonso, il y a Button, il y a aussi la course au titre évidemment qui se joue entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. On n'oublie pas non plus monsieur Bernie Ecclestone qui tient dans sa main la coupe qu'aimerait décrocher Nico Rosberg pour devenir champion du monde. Et de notre côté on vous propose de découvrir Robson, c'est le Brésilien qui a créé cette superbe fresque. Venez les amis, entrez. Venez rêver de Formule 1. Robson, vous avez un secret dans votre garage. Oui, mon grand secret, c'est que je construis une reproduction grandeur nature de la superbe McLaren d'Ayrton Senna. Regardez. Ce sera la reproduction exacte de la McLaren de Senna de 1988. Et quand je l'aurai terminée, je la vendrai comme décoration murale. Et c'est pas fini. En plus de ça, je suis le sosie officiel de Michael Schumacher au Brésil, comme vous pouvez le voir sur ces cartes. C'était il y a quelques années, quand je travaillais comme sosie de Schumi au Brésil. J'espère que vous appréciez mon secret. Si un jour vous venez, vous serez les bienvenus. Je peux vous reproduire une Ferrari, une Mercedes, une Lotus ou une Red Bull. Je peux tout faire. Arrivé dans l'enceinte du circuit et coup d'œil sur les installations flambant neuves. Exit le vétuste paddock de 4 ou 5 mètres de large, place à un espace beaucoup plus aéré pour les équipes. Alors Gaëtan, avant de passer au Brésil, on va revenir au Mexique sur les différentes polémiques, surtout la polémique des différentes pénalités et d'abord, avant tout, celle non reçue par Hamilton et celle reçue par Max Verstappen en fin de course. Alors là, Charlie Whiting est très clair, il explique, Lewis Hamilton a quitté la piste, est remonté en piste, a gagné un avantage, on lui a demandé de réduire sa vitesse, ce qu'il avait déjà fait, et de toute façon, tout avantage potentiel était d'office gommé puisque la voiture de sécurité est sortie, donc pas besoin de le pénaliser, dit Whiting. Concernant Verstappen, Whiting dit il est sorti de la piste, s'il n'était pas sorti, il aurait perdu sa position par rapport à Vettel. Donc logique de le pénaliser, un avis que ne partage évidemment pas Max Verstappen. Pour dire vrai, je ne comprends toujours pas cette pénalité, même après avoir revu l'incident. Mais honnêtement, peu importe. Le principal pour nous, c'est de continuer à travailler comme on le fait. C'est une pénalité que les commissaires doivent prendre, c'est ainsi, mais moi je ne compte rien changer à l'avenir. Alors Gaëtan, deuxième cas qu'on voulait réaborder, c'est à nouveau une situation de pénalité. C'est la pénalité de Sébastien Vettel parce qu'il a bougé lors du freinage dans son duel avec Daniel Ricciardo. Ouais, donc là, Charlie Whiting dit, on a refixé les règles très clairement à Austin. Il faut 3 critères. Quand un pilote, en l'occurrence ici Ricciardo, est forcé à une manœuvre d'évitement pour éviter un contact suite à un changement de direction anormal et potentiellement dangereux d'un autre pilote, en l'occurrence ici Vettel, eh bien il y a pénalité. Vettel n'est pas d'accord, Ricciardo bien sûr était d'accord, il était assez remonté au Mexique, mais ici il était calmé. Je n'attendais qu'une étincelle pour... Non, plus sérieusement, comme une semaine ou plus, c'est par les courses, l'énervement a le temps de redescendre.
Ça devient dur de trouver un argument choc par la suite, car cela appartient au passé. Nous en avons parlé ensemble, Sébastien a donné sa version des faits, puis Charlie a expliqué la raison de la pénalité. J'espère qu'il n'y aura plus de pénalité dans le futur, que les éventuels incidents seront clairs. Je m'attendais à une bagarre, mais on a eu du fun, c'est bien aussi. Si je résume, au niveau des gros mots, vous êtes d'accord, mais en ce qui concerne le freinage, ce n'est pas le cas. Correct. Vous pouvez un peu préciser? Vous venez de résumer, qu'ajouter? Nous avons réglé le différend avec Charlie, donc je passe à autre chose. Sincèrement, je n'ai pas commis de crime. Un pilote affamé ne peut se transformer en être le plus gentil de la Terre. Il faut parfois y réfléchir. Enfin voilà, en clair Thibaut, les 10-15 derniers tours au Mexique, on s'est vraiment bien amusé. Le racing, c'est ce que les fans veulent voir, donc simplifions les choses. C'est un peu en substance ce que dit Christian Horner, qui résume le sentiment général. Avec toutes les réglementations actuelles, les pilotes ne savent plus vraiment ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. En plus, c'est subjectif car chaque commissaire possède sa vision d'un événement qui se produit en piste. Ce mélange est déroutant pour les pilotes, pour les écuries et certainement pour les supporters. Nous avons besoin d'un retour à une formule très claire pour simplement avancer. Place à présent au week-end brésilien, place au dernier Grand Prix national pour Felipe Massa qui prendra sa retraite en fin de saison. Sentiment particulier. Pendant une course, tu t'appliques pour donner ton maximum, pour aller chercher des résultats incroyables avec une bonne concentration. Mais peut-être que durant le dernier tour, tu ralentis un peu et tu regardes la foule dans les gradins. Je peux difficilement imaginer mon ressenti à ce moment, mais ce sera certainement très particulier. Le Brésil et Felipe Nasser comme seul représentant en 2017. Notre pays a connu des pilotes fantastiques, des champions du monde. Chacun a tracé son propre chemin en Formule 1. Moi, je suis ici pour tenter de les imiter. Ils m'ont tous inspiré. Je ne doute pas car l'histoire brésilienne en F1 agit comme une motivation supplémentaire pour nous. Cet héritage ne peut pas disparaître. Voilà, on va passer à la séquence archive ici sur la piste d'Interlagos où le titre va peut-être se décider. Et justement pour cette séquence, on a voulu s'attarder sur les différents titres qui ont été décrochés ici. Il y en a eu 6 au total, hein, Gaëtan? Oui, tout à fait. Pour aller assez vite, les deux premiers, c'était 2005-2006. Alonso avec Renault, la première fois après 5 années de domination Ferrari. La deuxième fois, dans un duel acharné avec Michael Schumacher, qui avait annoncé ici sa première retraite. Celui où vous vouliez vous attarder un petit peu plus longuement, c'était 2007, celui de Kimi Räikkönen. Oui, alors qu'on voit Sébastien Vettel qui fait le tour du circuit, voilà, on le salue. Donc en 2007, c'était incroyable parce qu'il y avait 3 candidats au titre, Hamilton, Alonso, Räikkönen. Räikkönen avait 17 points de retard à 2 Grands Prix de la fin, il restait 20 points à distribuer, bénéficiant notamment de l'aide de Felipe Massa, son équipier chez les Rouges à l'époque. C'est lui qui émerge pour un point incroyable. Et puis en 2008, tout le monde s'en souvient, le scénario inimaginable. Massa avait tout fait, la pole, la victoire, mais voilà, Hamilton qui devait terminer dans le top 5 était 6e et puis dans le dernier virage du dernier tour, alors que la pluie faisait sa réapparition, il était en pneu intermédiaire, Glock en pneu slick, il le passe et il est champion d'extrême justesse, incroyable. Et cette incroyable fin de course, on l'a déjà vu et revu, mais on s'en lasse pas de la voir. Ce qu'on a moins entendu, c'est le papa de Felipe Massa qui était le premier à être euphorique, et cette courte euphorie, on l'a vu à la télévision. On va écouter justement le papa de Felipe Massa. Yes. Incroyable souvenir cette scène. Cette année-là, pour nous tous, il a été champion du monde, et cette scène si spéciale à la fin du Grand Prix, quand je saute de joie, en fait, je me suis réjoui trop vite. J'ai arrêté de regarder la télévision et donc je n'ai pas vu qu'Hamilton avait dépassé Glock dans le dernier virage. C'est pour cette raison que j'ai fêté ça trop tôt.
Et puis un mécanicien m'a dit non, non, Glock, Glock. Et là j'ai fait oh. Le problème c'est que je ne regardais plus la télévision du tout. Sur le podium, Felipe s'est affiché en grand homme. C'était un comportement fantastique après une défaite si grande. Oui, ce jour-là sur le podium, il a montré comme il était grand. Nous, on sait qu'il n'a pas perdu ce championnat lors du Grand Prix du Brésil. C'est aussi dû à d'autres événements durant la saison. Notamment cette course, je dirais, volée par Briatore à Singapour, quand il avait en quelque sorte organisé le crash de son pilote Nelson Piquet Jr. Com a batida do Nelsinho. Então, ele estava ali mostrando o quanto ele lutou. Et donc au Brésil sur le podium, Felipe était en train de montrer combien il a lutté pour tenter d'être champion du monde. Malheureusement, il n'a finalement pas réussi. Mais son geste, son visage, c'était pour montrer qu'il avait été un guerrier durant toute l'année 2008 pour tenter de décrocher le titre. Et pour moi, il est champion du monde. La fin de saison approche et voilà les transferts replacés au centre des attentions. En début de semaine, d'abord chez Williams, confirmation de Bottas, expérimenté aux côtés de son jeune équipier Lance Stroll, 18 ans. Pour la première fois, je serai plus expérimenté que mon équipier. Ça ne change rien, à vrai dire. Je boucle ma 4e saison en Formule 1, je me sens prêt pour ce genre de rôle et pour guider le team dans la bonne direction. Contrat paraphé pour Bottas, re-signé aussi pour Jolyon Palmer chez Renault. Rien n'était assuré, le voilà rassuré, il sera l'équipier de Nico Hülkenberg. Vous vous en doutez, la pression était énorme depuis quelques courses. Si ton avenir en F1 est incertain, chaque erreur peut te coûter quelque chose. C'est bien que la décision se soit prise tardivement au final, car mes performances s'amélioraient. Ma course au Mexique était bonne, je suis très heureux d'obtenir ce baquet. La raison, c'est qu'on a déjà pensé à sécuriser Nico, et ça s'est fait il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et puis après, on cherchait une forme de continuité, parce que l'année prochaine, c'est un step important avec une nouvelle réglementation. On a très peu d'essais, parce qu'on a eu 7 jours sur le sec à Barcelone, dans le meilleur des cas. Donc on cherchait aussi à avoir une référence de cette année pour pouvoir nous apporter un peu de stabilité dans l'équipe. Donc le choix se portait entre nos deux pilotes, et quand on regarde les dernières courses, je pense que Joe a très nettement élevé son niveau de jeu, et je pense qu'il est dans une forme de progression qui correspond bien à ce qu'il a fait dans le passé. Donc voilà, on parie sur lui. Palmer aux côtés d'Hülkenberg, un Nico Hülkenberg qui parle étonnamment bien le néerlandais. Nico, c'est incroyable, votre néerlandais est excellent. Mais toi aussi, comment c'est possible? Moi, je dois en Belgique. Toutes ces années en anglais alors qu'on pourrait rigoler en néerlandais. Comment ça se fait que vous parliez néerlandais? Je suis né à Emmerich, à 2 km de la frontière avec les Pays-Bas. J'ai roulé pendant 10 ans pour un team néerlandais en go-kart. Tous les contacts avec le team se faisaient en néerlandais, donc j'ai pris cette habitude durant ma jeunesse. Suite du jeu de domino, Palmer confirmé, exit donc Kevin Magnussen, mais le Danois avait déjà des touches chez Haas. Magnussen un peu embarrassé jeudi avant l'annonce officielle. Je ne suis pas totalement triste car en fait... Ce sera mieux d'être dans un team pour plus d'une année. Ce sera le cas avec ma prochaine écurie. Une titularisation confirmée vendredi, Magnussen aux côtés de Romain Grosjean chez Haas en 2017. Kevin est un pilote extrêmement fort. Il est monté sur le podium et a marqué des gros points avec McLaren. Il a aussi accroché des unités cette saison avec Renault, donc il sait comment faire. Au vu des pilotes disponibles sur le marché, Kevin est le plus fort que pouvait attirer notre petite équipe. Nous tentons d'améliorer l'écurie et il était le meilleur candidat pour ce poste selon l'opinion de notre team.
Kevin Magnussen in, Esteban Gutiérrez out. Sourire tout de même pour le Mexicain qui vient de se marier. J'ai pu voir l'anneau à votre main. Félicitations, c'est un bel accomplissement, n'est-ce pas? C'est une expérience fantastique, un superbe moment et je suis très heureux. C'est évidemment tout neuf pour ma femme et moi, donc nous avons un nouveau projet de vie ensemble maintenant. Autre écurie, autre transfert et une réjouissance, celle d'Esteban Ocon. Le Français pilotera chez Force India l'année prochaine. Voilà qui ne fait pas les affaires de son équipier Pascal Wehrlein. Bon, bien sûr, après Manor m'a quand même donné la chance de venir en F1. J'ai beaucoup appris avec eux. C'est sûr que d'aller chez Force India, ça va me faire un gros step par la suite. Mais voilà, je remercie vraiment Manor de m'avoir donné la chance. C'est aussi grâce à eux que j'ai cette chance. Et pour la suite, ouais, on sait pas encore voilà, quelles seront les performances des autres teams. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de commencer avec eux. Toto Wolff m'a appelé la veille de l'annonce pour me dire que Force India avait choisi Esteban. Je dois respecter cette option, ce n'est pas la fin du monde pour moi, après tout je suis toujours en F1 et je donne le maximum pour y figurer en 2017 aussi. Chez Ferrari, Brésil oblige, petit passage sur la plage pour une partie de beach volley. Voilà de quoi débrider un peu le Finlandais Kimi Räikkönen. Les pilotes Ferrari mis à toutes les sauces, événement pour l'un des sponsors de l'équipe. Ensuite, en présence du footballeur Kaka, l'occasion de s'essayer au jonglage avec le footballeur place ensuite à une course de voiture sur un circuit électrique. Chez les Rouges, Sébastien Vettel s'est montré de temps à autre fébrile, tendu par une situation qu'il ne maîtrise pas. Un Vettel impuissant et davantage frustré qu'avant. Honnêtement, tu t'irrites parfois lorsque tu rencontres une situation, mais c'est le cas lorsque tu t'inquiètes trop. Je m'en souciais beaucoup, mais ça n'a rien à faire avec la pression liée à ma présence chez Ferrari. Les attentes ici sont toujours énormes, car on n'attend rien d'autre que la victoire. Coup d'œil à présent chez Red Bull avec une saison pleine, 2 victoires, 14 podiums. Assurément, l'équipe qui peut jouer les troubles faites dans la course au titre entre les deux pilotes Mercedes. Verstappen a une idée du scénario idéal pour ce dimanche. Je verrais d'un bon œil l'arrivée de la pluie, elle nous aiderait, donc je l'attends. Alors notre traditionnelle petite séquence technique avec Stoffel dans le stand McLaren Honda. On va parler aujourd'hui, Stoffel, des couvertures chauffantes qui sont là d'ailleurs. Ouais, donc les couvertures chauffantes qui sont quand même très importantes parce que les pneus qu'on a en F1 sont des pneus qui travaillent dans une fenêtre où les pneus sont très très chauds. Donc on a besoin de ces couvertures pour faire chauffer les pneus avant qu'on sorte du box. On voit ici le petit boîtier qui détermine un peu le temps que les pneus vont être chauffés. Il y a vraiment des différentes possibilités. Par exemple, un dimanche, on chauffe les pneus quelques heures avant la course. Il y a quelques cycles aussi qu'on fait vraiment pour essayer d'améliorer la performance des gommes. Et puis voilà. Quelles sont les températures idéales pour être dans la bonne fenêtre de fonctionnement? Ouais, donc généralement c'est entre 100 et 120 degrés qu'on met les couvertures chauffantes. C'est un peu plus de ce qu'on a besoin parce que dès qu'on enlève les couvertures chauffantes et que la voiture elle sort du box, il y a les températures de pneus qui descendent. Donc généralement les couvertures chauffantes sont mises plus chaud que ce qu'on a besoin.
Alors une question que les téléspectateurs demandent souvent, c'est quand on est sur la grille de départ, les premiers s'arrêtent, la température des pneus disparaît et ceux qui sont derrière, ils gardent leur température. Donc comment gérer ce, entre guillemets, petit désavantage? Ouais, c'est vrai que quand on est premier, c'est peut-être pas l'idéal au niveau de la température des pneus, mais voilà, c'est toujours mieux de partir en pôle que de partir dernier pour les températures de pneus. Donc c'est vrai que les premiers virages, ça fait un peu bizarre parce qu'il y a tout qui glisse un petit peu, mais au bout de 3 virages, tout est en ordre et on peut pousser comme on veut. Voilà, super Stoffel. Et vous le voyez, l'année prochaine, il y aura Fernando, mais ici, il y aura Stoffel. Et ça, c'est vraiment super pour la Belgique. Et puis, bien évidemment, le Brésil, c'est un titre que Nico Rosberg pourrait déjà décrocher ce dimanche sur ce circuit brésilien où son équipier Hamilton n'a étonnamment jamais gagné. Ce Grand Prix se refuse à moi depuis un fameux moment. J'ai vu Ayrton et Michael s'imposer ici, ou encore Felipe, Nico, Sébastien ou Jenson plus récemment. Personnellement, je me sens proche d'Ayrton car il avait eu besoin de plusieurs années pour empocher ce Grand Prix du Brésil. Ce circuit historique, je le chasse depuis longtemps. On verra, peut-être que je serai malchanceux une 10e fois ici. Nico, le fait de savoir qu'en gagnant un des deux, tu es sûr d'être champion, ça enlève quand même pas mal de pression parce qu'il ne faut pas calculer, quoi. Non, ça ne change rien du tout. La pression, elle est comme d'habitude. Elle est là pour le week-end de Grand Prix, avec l'opportunité de gagner ici. Et ce que j'aimerais bien faire, et c'est tout. On en rigole, mais finalement, ça devient une force incroyable de répéter inlassablement que tu ne penses pas au titre éventuel. Mais non, c'est vrai, ça devient une force incroyable de dire je suis parvenu tout le temps à ne penser qu'à la victoire et pas au fait que je puisse être champion. Bon, ça fait plaisir que tu vois ça comme force. C'est pas quoi dire, et moi non plus. Coup d'œil à présent sur la séance qualificative avec bien évidemment une attention toute particulière pour la lutte pour le titre, un duel qui n'a pas été influencé par la météo en qualification. Peut-être que les Red Bull et les Ferrari viendront se mêler à la bagarre en course. En tout cas, chaque écurie a une voiture en deuxième ligne. Raikkonen est 3e, Verstappen 4e. Avec ce temps, nous n'avons pas encore montré notre potentiel. Un peu de pluie pour la course nous aiderait. Nous n'aurions pas pu faire mieux en qualification. Ma dernière tentative a débuté par un bon premier secteur, mais j'ai malheureusement perdu du grip ensuite. C'est assez bon de réaliser le 3e temps. Je n'ai pas à me plaindre. On doit poursuivre et afficher une bonne pointe de vitesse en course. Même avec un très bon chrono, les Mercedes avaient trop d'avance sur ces qualifications. On viserait un bon résultat pour la course. En première ligne, Lewis Hamilton a fait la première partie du boulot pour tenter d'empêcher Nico Rosberg d'être champion. Ici, au Brésil, il partira devant son équipier allemand. J'ai mené durant l'entièreté de la séance tout en parvenant à maintenir l'écart. Je suis très heureux, je ne sais pas si ça se voit sur les images, mais c'est un des circuits les plus exigus de la saison et chaque petite erreur vous pénalise directement. Ouais, un peu dommage parce que c'était très proche et oui, s'il a fait un peu mieux, c'est tout. Parce que j'ai fait un bon tour et je me suis senti bien dehors, mais pas assez. Je me prépare du mieux possible et ce week-end confirme que je me sens fort. Peu importe la météo, je serai prêt. Cet affrontement s'annonce terriblement serré. Lewis a encore réalisé la pole position, mais mon problème se situe ailleurs. Il s'agit de la météo. Car la piste risque d'être humide et tout peut évoluer. La situation est plus simple pour Lewis car il n'a aucune autre option que la victoire. Nico doit gagner mais possède 19 points d'avance. Les difficultés liées aux conditions météo n'aideront pas nos deux pilotes. Vos deux pilotes sont-ils plus nerveux que pour une course habituelle? Non, ils sont totalement normaux. Si tu ressens la pression, tu n'as aucune chance de remporter une course. Ils réfléchissent jour par jour. Lewis était plus rapide en qualification. On regardera les conditions à travers la fenêtre et ils prendront les décisions qui s'imposeront avec leurs ingénieurs pour la course. La seule personne nerveuse ici, c'est moi, car je veux connaître le résultat de ce Grand Prix, prix du suivant à Abu Dhabi.
Alors voilà, Nico Rosberg, champion du monde ou pas, 6 fois déjà le titre s'est joué ici. Alors, une 7e fois, ou bien faudra-t-il encore attendre 2 semaines de plus à Abu Dhabi? Cap sur ce Grand Prix en direct en compagnie de Stoffel Vandoorne.